toutes et à tous. C'est très très étrange de vous parler de pas s'entendre. J'espère que, en tout cas, vous m'entendez bien. Je vois aux réactions de votre visage et de vos visages qu'effectivement, vous m'entendez bien. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous. Je me présente, je m'appelle Marialia Bestoujev. Je suis directrice de l'innovation au 104, qui est un lieu à Paris. Donc ici, on est vraiment dans le sud de Paris. Le 104 se trouve dans le nord-est parisien, dans le 19e arrondissement. Et je suis directrice de l'innovation dans ce lieu infini d'art, de culture et d'innovation. Et j'ai la joie aujourd'hui dans ce salon de vous parler de transformation. Qu'est-ce que la transformation des lieux culturels et des institutions muséales, des musées? Comment est-ce qu'on se transforme? Nous, au 104, on se transforme tout le temps, en fait. La transformation est un état permanent du 104. On est toujours en train de se transformer au contact de différentes personnes, de nos publics, des artistes qu'on accompagne, qui sont dans nos murs. On a la chance d'avoir plus de 300 artistes qu'on accueille en résidence chaque année, mais aussi de nos entrepreneurs et de nos entreprises. On a dans la salle, par exemple, Fanny de Plint, qui est une des entreprises qui fait partie de notre incubateur. Et aussi, dans la salle, on a la chance d'avoir Efren, qui pilote avec moi l'incubateur 104 Factory. En fait, on est persuadé que pour se transformer, il faut être en contact avec différents publics, aussi bien nos usagers, puisque notre lieu, c'est un lieu assez atypique que je vous invite à découvrir, où les gens viennent et le pratiquent. C'est un lieu à vivre. C'est un lieu qui fait à peu près 48 000 mètres carrés. C'est grand. Aujourd'hui, on est dans un espace énorme aussi, dans un grand hall. Mais qu'est-ce qui fait que le lieu est vivant et habité? C'est parce qu'il y a ces pratiques spontanées, ces personnes, ces femmes, ces hommes. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes viennent dans notre lieu pratiquer leur art. Donc c'est de la danse, de la musique, du jonglage, c'est du théâtre. En fait, ils viennent et ils pratiquent dans ce lieu infini. Et nous, à leur contact, on se transforme également. On se transforme parce qu'on accueille des artistes et qu'on accueille des projets très différents. Actuellement, on prépare le lancement de 2 expositions, Circulation, qui est un festival sur la jeune photographie européenne, et puis une exposition de Clément Cogitor qui a lieu en parallèle. Cette transformation, alors on m'a dit qu'il y avait une petite... Ah ben voilà. Merci beaucoup. Donc vous voyez un petit peu le lieu où on se situe. C'est un espace dans le 19e arrondissement. C'est un espace qui est très horizontal. Et vous verrez autour, vous pouvez le voir peut-être sur ces images, on a énormément de tours. On est dans un quartier très spécifique de la ville de Paris, un quartier où il y a un fort taux de chômage, où il y a pas mal de difficultés. Et c'est un peu un espace où tout est possible. On n'interdit rien dans ce lieu. Et on fait énormément d'actions avec des acteurs du territoire. Et vous verrez dans les conférences qu'on aura cette matinée, on va montrer comment des institutions muséales, des musées, des institutions culturelles se transforment au contact de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, ces nouvelles personnes, ce sont aussi les personnes qui nous entourent, qui sont autour de l'institution. Et nous, c'est le cas, on a au 104 énormément de projets qui sont portés par des associations. On travaille avec à peu près 90 associations du quartier pour développer des projets spécifiques autour de la programmation artistique. Et on a un temps fort au mois de mai qui s'appelle le Forum des dynamiques culturelles, où vous pouvez voir le résultat de tout ce travail qu'on a mené avec ces associations, avec ces écoles. C'est assez impressionnant de voir la qualité de ce qui est produit par des personnes qui ne sont pas professionnelles de la culture, mais qui s'impliquent et qui s'engagent énormément. Et donc c'est ce qu'on va découvrir dans les conférences de ce matin. Comment est-ce qu'on peut favoriser l'engagement de ces acteurs du territoire à travers différents exemples qui seront présentés. Donc comme je vous ai dit, la transformation chez nous, c'est un état permanent. On a en fait dans ce lieu, qui est un lieu de ville et de vie, différents services qui sont proposés à nos publics. Je vous ai dit que les personnes pouvaient répéter, utiliser les espaces comme ils le souhaitaient. On a des lieux aussi pour permettre de se restaurer. Et puis on a des services très particuliers qu'on offre à nos usagers et nos usagères. Par exemple, la Maison des Petits, vous voyez l'image qui se trouve en bas, c'est un espace qui est dédié aux enfants de 0 à 5 ans et à leur famille. Et mes collègues qui travaillent là-bas, ce sont toutes des psychologues. Moi, quand je ne travaillais pas encore au 104, j'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un musée a peut-être un rôle aussi différent à jouer
par rapport à d'autres publics. Et on parlera dans les conférences de ce matin du lien qu'il peut y avoir entre, je dirais, le milieu culturel, les institutions culturelles et le milieu médical. Alors là, en l'occurrence, c'est un milieu d'accueil parents-enfants. On peut parler à mes collègues psychologues si on le désire, ou pas du tout. On peut simplement profiter d'un moment avec son enfant. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Ça a été fait à partir d'un modèle que vous connaissez peut-être, qui est celui des maisons vertes. Mais c'est quelque chose de très inspirant. Et c'est quand même assez fou de se dire que tous les jours, on travaille dans un endroit qui fait autant de choses différentes. Il y a des cafés, on peut manger. Il y a aussi un marché bio le samedi matin. Et on s'est beaucoup transformé. Vous savez tous que là, on est très heureux de se retrouver dans un salon, qu'on traverse une période qui est très complexe, la pandémie. Et pendant la pandémie, on a été centre de vaccination au 104. Donc vous voyez que la transformation, le lien avec le milieu médical, ça peut aller très loin dans une institution culturelle. On était un des centres de vaccination à Paris, alors qu'on était considéré comme pas essentiel, nous, lieu de culture. On a quand même vacciné plus de 103 000 personnes qui sont venues dans notre établissement. Et c'est plus de 47 personnes de notre équipe qui ont été impliquées dans ce centre de vaccination. On a travaillé main dans la main avec des professionnels de santé, des infirmières, des médecins, les responsables du centre de vaccination. Et je vous parlais à l'instant de la maison des petits, donc cet espace qui est lié à la petite enfance. Donc c'est aussi un sujet qu'on va aborder ce matin, le lien avec comment est-ce qu'on peut transformer le musée en s'adossant à de nouvelles compétences et des compétences qui sont liées plus au milieu médical. Je vous ai parlé du lien avec le territoire et comment cela transforme. Là, par exemple, c'est un projet qu'on mène avec une association du territoire et qui permet de proposer une programmation qui est une programmation différente de la programmation d'exposition, de spectacle. Là, c'est une battle salsa hip-hop. C'est un événement qui est extrêmement populaire, où beaucoup d'habitants du quartier se rassemblent, qui est très festif, qui est très joyeux. Et c'est des choses qu'on mène avec ces acteurs du territoire. Donc, la transformation, elle est essentielle pour nous, lieux culturels, pour les musées. Et on va voir ce matin comment elle peut se faire avec différents acteurs, comment ces acteurs peuvent être engagés, comment est-ce qu'on peut aussi s'adosser de nouvelles compétences. C'est celle, par exemple, à travers du mécénat de compétences. Donc c'est un moment que j'aimerais partager avec vous et avec tous nos invités qui seront présents durant ces tables rondes. Je crois que maintenant, je dois laisser la parole à Juliette Raoul-Duval, qui va vous parler d'un autre sujet. À tout à l'heure. Merci Mariala. Ça va? Vous m'entendez là? Je confirme ce que vous disiez à l'instant, Mariala. C'est bizarre c'était bizarre de ne pas vous entendre tout à l'heure. Et je confirme une autre chose, c'est que le 104 est vraiment un lieu atypique et que ça vaut le coup, si vous êtes un petit peu à Paris, d'aller le visiter. Alors, on m'a demandé de vous parler de l'engagement. Donc, je vais vous parler d'engagement. Moi-même, je me présente en un mot, Juliette Raoul-Duval. J'ai fait toute ma vie professionnelle dans des musées, récemment au musée des arts et métiers. Et aujourd'hui, je suis présidente d'une association professionnelle qui s'appelle l'ICOM, en anglais International Council of Museum, qui est une organisation qui fédère, crée le lien entre les musées du monde entier, puisque c'est une organisation qui a 50 000 membres répartis dans 134 pays et qui fonctionne avec des comités nationaux. Je suis la présidente du comité national français de l'ICOM, qui est l'un des plus gros comités de cette organisation internationale rattachée à l'UNESCO. On a 5600 membres qui sont tous des professionnels de musées ou des institutions muséales. Nous sommes vraiment des acteurs du lien entre les professionnels
professionnels de musée et d'un lien qu'on construit largement autour de l'organisation de débats sur les questions qui nous semblent les plus importantes et les plus fortes que se posent les musées dans leur activité quotidienne. J'ai apporté des publications qu'on fait et vous pourrez les retrouver sur notre stand qui est un petit peu plus loin. Alors, le sujet qu'on m'a demandé d'introduire, c'est engagement. Engagement, on peut peut-être considérer que c'est un mot assez nouveau dans le langage des musées, mais je crois vraiment aujourd'hui inséparable de leur mission. Dans engagement, il y a ce qu'on choisit de faire par intime conviction, mais il y a aussi ce que l'on promet de faire parce que la position qu'on occupe est telle qu'on est bien placé pour agir, et quand agir devient essentiel, je crois qu'aujourd'hui agir devient essentiel, nous devons le faire. Nous sommes aujourd'hui face à des impératifs, on va en parler aujourd'hui. Nous avons désormais, je le crois, la responsabilité d'aborder certains sujets qu'auparavant, dans des périodes moins tourmentées, on laissait à d'autres en se concentrant nous-mêmes sur ce qu'on avait envie de faire, plus que ce qu'on avait, disons, le devoir de faire. On a beaucoup entendu au début de la pandémie que la culture n'était pas essentielle. Hein. Vous l'avez dit, Mariala, on a pris ça vraiment comme quelque chose d'assez blessant. Je crois que la démonstration a été faite qu'au contraire, la culture était essentielle et qu'elle est revenue au centre du jeu dans les périodes actuelles. Et en particulier, je cite un moment qui est l'été dernier avec ces crises climatiques qu'on a traversées, qui ont enlevé tout doute à ceux qui en avaient encore sur l'urgence d'agir en faveur du climat. Il y a eu cet été un G20 des ministres de la culture qui s'est tenu à Rome et qui a reconnu les musées parmi les institutions les plus crédibles. C'est flatteur. Mais moi, je crois qu'il faut que nous retenions plutôt que la reconnaissance de la crédibilité, ça nous impose de nous engager et de montrer, d'informer, de donner à nos visiteurs des informations fiables, validées, de démentir en même temps les informations qui sont fausses, parce qu'il y en a beaucoup qui circulent, car nous sommes garants, parce que nous sommes crédibles, de ce que les visiteurs trouvent dans nos institutions. On doit ces informations on doit les donner à tous. On parle beaucoup aujourd'hui d'inclusivité, etc. On doit les donner à tous parce qu'il y a des choses que nous devons tous partager. Je pense évidemment à l'enjeu du développement durable, au sens de l'ONU et de l'agenda 2030 que vous avez peut-être en tête ou peut-être pas, mais allez le consulter si vous ne l'avez pas, parce qu'il ne parle pas que du climat, loin s'en faut. Il nous dit que notre vie ensemble, c'est l'agenda de l'ONU, il nous dit que pour que notre vie ensemble puisse durer, pour que notre développement reste soutenable, il faut penser à l'accès égal de tous à toutes les ressources de la planète, l'énergie, bien sûr, mais pas seulement, aussi la santé, aussi le travail, aussi la joie de vivre qu'on trouve par exemple au 104. Nous, musée, encore une fois, en tant qu'institution crédible, nous avons l'obligation d'être vertueux dans nos pratiques et éco-responsables, c'est une évidence. Et vous l'aborderez tout à l'heure dans les moments 4 et 5 du programme qui a été organisé par nos organisateurs, qu'au passage je salue d'ailleurs, qui ont fait un remarquable travail de préparation. Nous devons être exemplaires, c'est une évidence. Nous devons réduire notre empreinte carbone, mais nous devons parallèlement augmenter notre empreinte cérébrale. Nous devons délivrer un message. Nous devons mobiliser pour cela tous nos fondamentaux. C'est quoi nos fondamentaux dans un musée? C'est nos collections, c'est nos capacités de médiation, c'est notre aptitude à susciter l'intérêt et l'émotion, à faire comprendre et ainsi à susciter, à accentuer, à accroître les prises de conscience et surtout à favoriser l'esprit critique, à apprendre à comprendre. C'est vrai des musées, quel que soit leur domaine, hein, qu'ils soient d'art, de sciences, des musées d'histoire naturelle, les musées de mémoire, les musées de société, etc. Dans tous les musées, il y a des collections qui illustrent ce que durer veut dire. Il y a des collections conservées depuis si longtemps qu'elles sont témoins de toute notre histoire. Il y a aussi dans toutes les collections des musées des œuvres et des objets nombreux qui illustrent la fragilité
de nos vies, la fragilité de la nature et des sociétés, et nous rappelle combien survivre aux époques, survivre aux maladies, survivre aux guerres, requiert de volonté et d'intelligence. Survivre requiert de l'intelligence. C'est le moment, je crois, de faire preuve d'inventivité, d'aller puiser au cœur de notre richesse patrimoniale des modèles qui donnent envie d'agir, de préserver, de protéger. Je ne dis pas qu'il faut plus faire que ça, ce serait évidemment stupide. Je suggère juste que chacun, dans son équipement culturel, quel que soit le domaine d'activité, y prenne sa part, aussi modeste soit-elle. Vous aborderez ces questions dans le moment 7 tout à l'heure de vos discussions et de vos débats. Cette réunion d'aujourd'hui, elle aborde vraiment des points clés. Et notamment le suivant, le devoir de toucher des publics beaucoup plus variés, venant de tous les coins de la société et notamment des plus éloignés. C'est à la mode de parler d'inclusivité. C'est à la mode de dire qu'il faut être accessible à tous. Le dire est facile. Le faire est terriblement difficile, car beaucoup de nos concitoyens pensent qu'ils n'ont pas leur place dans l'équipement culturel. Espérons qu'aujourd'hui, les moments 1 et 2 de notre programme dégageront des propositions concrètes. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Dégager des propositions concrètes. Là, moi, je pense, je vous donne des lignes. Mais vous, quand vous allez travailler concrètement, il faut dégager des pistes. On pense bien sûr à toutes les potentialités qui sont ouvertes par les nouvelles formes que la crise du Covid a tellement fait exploser, l'offre numérique, sous tous ses aspects, depuis la visite virtuelle jusqu'aux expositions immersives et à la réalité augmentée. Il se trouvera sûrement des participants pour dire si le numérique est écologique ou pas. Ça, c'est quand même une vraie question. Et pour donner des indications utiles de bon usage et pour dire aussi si le numérique est inclusif ou pas. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Audrey Azoulay, à l'UNESCO, notre organisation dépend de l'UNESCO, elle dit toujours que finalement 5% des hommes et des femmes du globe accèdent au numérique. Il faut y réfléchir quand même. Est-ce que c'est si accessible que ça? Ça sera le sujet aussi d'un de vos moments de la journée. L'enjeu avec le virtuel, c'est de ne pas perdre le contact avec le réel. Ne le perdons jamais de vue. Pas perdre le contact avec le réel. Parce que si les hommes conservent depuis qu'ils sont hommes ou femmes des traces tangibles de leur histoire et de leur mode de vie, c'est parce que les transmettre est vital. Les musées gardent ces traces, les entretiennent, les restaurent et sont garants de leur authenticité. Je me répète un peu, mais c'est important de l'avoir en tête. C'est cela un musée. C'est aussi être garant du récit qui en effet est au fond. C'est cela que fait si bien le musée d'aujourd'hui. Le musée d'aujourd'hui, avec ses expositions temporaires multipliées depuis quelques décennies, il rassemble, il rapproche des objets venant de partout, qui mis côte à côte font sens et forgent des connaissances toujours plus robustes. Et la méthodologie elle-même des expositions, la scénographie, la programmation culturelle qui l'accompagne, ça aide à mémoriser ces connaissances, car ça mobilise efficacement les émotions. Vous allez parler d'émotions aujourd'hui. Mais ça, c'est le musée d'aujourd'hui. Le musée de demain, sera-t-il plus numérique? Sera-t-il moins tangible? L'enjeu, il est important, c'est de continuer de mobiliser nos émotions et notre mémoire sur des savoirs valides. Il faut trouver la bonne hybridation de ces modèles. Les musées ne peuvent pas tout, bien sûr. J'en ai parlé parce que c'est mon métier, ça donne des lignes. Moi, je veux aussi rappeler que l'ICOM, l'organisation à laquelle j'appartiens, a été créée en 1946, c'est-à-dire au lendemain de la guerre, à Paris. Il y a aujourd'hui 135 pays qui sont membres, à Paris, par des gens convaincus que les musées sont des instruments de paix, justement parce qu'ils sont traces et parce qu'ils sont mémoire. Et je pense qu'en ce moment, c'est important de s'en souvenir. Nous, à ICOM France, vous le voyez peut-être si vous regardez notre site, nous nous sommes résolument engagés depuis 2 ans dans des actions de solidarité, depuis le Covid dans des actions de solidarité et d'engagement collectif. C'est la force du réseau. C'est ce que nous avons fait et aujourd'hui, nous nous engageons dans deux choses. Le développement durable, très fortement, nous sommes fortement engagés dans le développement durable et puis, depuis un mois, nous sommes très engagés dans la solidarité avec nos collègues en Ukraine. Vous le voyez peut-être dans la presse, il y a des journaux qui sortent ce matin. On a fait un appel à tous les musées français pour qu'ils fassent des dons aux musées ukrainiens. Pas des dons de n'importe quoi, des dons de ceux dont les musées ont besoin pour protéger cette mémoire dont je vous parle. Ces objets
qu'il va bien falloir, quand la guerre s'arrêtera, parce que la guerre s'arrêtera, qu'on montre pour dire ce qu'est la culture de ce pays qui est en ce moment, dont la culture est en ce moment précisément visée. Ne croyez pas que les choses, que les bombes tombent n'importe où. Elles tombent sur ce qu'est la mémoire des hommes, parce que quand on détruit la mémoire des hommes, on détruit ce qu'ils ont le plus cher. Alors, on a collecté des caisses, on a collecté de quoi emballer les collections pour qu'elles puissent être protégées. Et je le dis juste pour un petit chiffre, je termine là-dessus. En une semaine, hein, les musées français sur tout le territoire, il y en a pas mal qui sont dans cette salle, vous avez expédié 30 tonnes de matériel de protection des objets. Et nous, on en a déjà expédié 15 grâce à un transporteur qu'on connaît tous, qui s'appelle Chenu, vers la Pologne qui les répartit en Ukraine. Voilà, je vous dis pour moi ce que c'était l'engagement. Vous allez en parler tout au long de la journée. Vous voyez que c'est une chose que je prends très au sérieux. Merci de m'avoir écouté. Bonjour. I think, unfortunately, Oui, c'est vrai, c'est très bizarre de ne pas s'entendre. Malheureusement, je vais devoir vous parler en anglais parce que j'ai un peu oublié tout le français que j'ai appris. Je m'appelle Christine Leipold. Je suis la directrice commerciale de Light and Space, LAS, comme vous voyez, lumière et espace artistique. Donc, je vous remercie Claire et Annabelle de m'avoir invité cette conférence sur l'inspiration et de m'avoir donné la possibilité d'assister à cette conférence. Donc, c'est un plaisir et c'est très inspirationnel d'être ici pour parler de ce qui pousse les institutions culturelles. J'aimerais présenter notre organisation LAS. Donc, nous avons l'ambition d'être une institution innovatrice et orientée vers l'avenir. Après, je vais vous présenter nos innovations cette année. On est privé, c'est une institution privée. Donc à l'AS, nous sommes à but non lucratif à Berlin. Fondée en 2016, et nous avons présenté notre première exposition à la fin de 2019. Aujourd'hui, nous n'avons pas de maison, d'espace physique. Nous sommes nomades, donc nous passons d'espace en espace pour montrer nos programmes tels que nous le souhaitons. Donc nous sommes une institution plutôt jeune. Nous sommes en train de construire. Et c'est quelque part un défi, mais c'est aussi un luxe. Comme cela, on peut poser des questions ou répondre aux questions. Que doit être une institution artistique en 2050? Est-ce qu'il y a un modèle institutionnel qui nous convient ou est-ce qu'il faut quelque chose de complètement nouveau? Comment? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un espace physique pour héberger nos œuvres? Comment atteindre de plus en plus de personnes dans l'espace physique et numérique? Comment soutenir la pratique artistique et comment proposer aux artistes l'accès aux technologies artistiques les plus récentes? Donc, beaucoup de questions. Et nos passerelles, ce sont la technologie et la science. Donc, en lien de ces trois domaines, donc nous avons des possibilités sans fin et nous pouvons pousser les limites de la perception. Nos activités sont centrées sur l'avenir en tant que sujet clé. Notre ambition, c'est de constamment réinventer l'art avec de nouvelles expositions et des projets expérimentaux. Nous voulons faire en sorte que le présent soit tangible et le futur soit visible. Nous voulons donner lieu à des discussions importantes et très larges sur la société. Nous voulons soutenir le dialogue interdisciplinaire. Donc, notre mission était de transformer l'art à l'exclusif vers l'inclusif et traduire des sujets précis dans un langage que tout le monde peut comprendre. Ceci en tête, l'AS est donc engagée à faire tomber la barrière de tout ce qui est conventionnel, c'est-à-dire avec une disruption de la peur des publics, des gens, à travailler avec les technologies récentes et aussi atteindre autant de personnes que possible. Donc,
Nous voulons atteindre des gens nouveaux dans l'art, des familles, des urbanistes, des gens ruraux, des gens de Berlin et des gens partout dans le monde. Nous voulons utiliser des artistes pionniers dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage par machine, parce qu'en fait, les images disent plus que les mots. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons actuellement. Donc, pendant la pandémie, nous étions très digitalisés, très numériques, comme beaucoup, j'imagine. Ça, c'est notre exposition actuelle à Berlin. Si vous avez un projet de venir à Berlin, je vous invite à venir voir l'exposition. Et voilà, donc, je vais passer au sujet suivant. En ce qui concerne l'innovation, donc vous allez entendre parler très souvent aujourd'hui et demain. C'est un des mots les plus importants de buzz aujourd'hui. Tout le monde en parle, et ainsi que l'évolution de l'Internet avec ce concept qui est juste au début. L'idée, c'est que le métaverse sera un monde virtuel qui va être en parallèle de notre vie réelle et qui va changer notre manière de vivre. Donc, c'est-à-dire travailler, prélasser et tout. Donc, avec un mélange de plusieurs technologies, donc la réalité virtuelle, réalité augmentée, la technologie derrière tout ce qui change, c'est un changement vraiment de notre compréhension, c'est-à-dire la conviction que l'Internet doit être réimaginé. En regardant tout ce qui se dit actuellement, des marques, des sociétés de technologie, Microsoft, Facebook, Apple, Epic et plus, essayer de trouver de nouvelles manières de se connecter en ligne. Il y a de l'argent à se faire, c'est sûr. Et ils veulent transformer le divertissement de manière très importante. Du point de vue d'institutions culturelles, il y a beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Alors, qu'est-ce que le métaverse représente pour les musées et le monde culturel? Comment améliorer l'expérience du musée? Et en général, pourquoi ça a du sens que les musées regardent de plus près le métaverse? Un autre sujet dont vous allez entendre parler aujourd'hui et demain, c'est donc les levées de fonds. On cherche toujours des manières nouvelles et créatrices pour trouver des fonds pour toute société, pour toute institution culturelle. C'est intéressant de voir que peut-être par rapport à la pandémie, il y a de nouvelles opportunités de lever des fonds hybrides. Celle dont on entend parler souvent, c'est NFT, donc les Non-Fungible Tokens. Alors simplement, des NFT font en sorte que ce soit possible techniquement que des actifs numérisés soient acquis et échangés. Donc il y a des crypto-collectibles pour des nouvelles générations, aussi pour sourcer des fonds pour des projets qui ont une importance sociale. Nous avons vu beaucoup d'exemples qui ont une certaine réussite du point de vue extérieur pour les musées, comme des Office Gallery, des British Museum, des Hermitage qui ont vendu la propriété des copies numériques des collections, mais des questions et des préoccupations concernant la propriété intellectuelle. Donc, je suis curieuse d'entendre plus de pour et contre dans les discussions à venir. Et en dernier, les experts vont parler du potentiel d'innovation des musées dans les 2 jours à venir. Comment s'assurer que les musées et que le côté commercial représente toujours un plus pour les musées. Il faut regarder les clients existants et leurs préférences. Il faut voir où et comment ces personnes veulent acheter. Où est-ce qu'on peut trouver des clients? Où est-ce que des personnes passent leur temps? Si c'est à l'intérieur du musée, c'est à l'extérieur du musée. Où se trouvent ces personnes? Que proposent des magasins? Que proposent des boutiques? Et qu'est-ce qu'il faut proposer pour attirer de nouveaux clients? En tant que en termes d'innovation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer de côté commercial? Quelles sont les meilleures pratiques? Je suis curieuse d'entendre par d'autres acteurs dans les musées comment eux ils gèrent le côté commercial. Donc c'est tout pour moi. Merci beaucoup et j'ai hâte d'entendre
toute cette conférence. Merci beaucoup, Madame Rao-Duval, Madame Leipold, pour cette introduction très inspirationnelle. Je suis ravie de vous accueillir Madame Sharon Hammond, qui est la directrice du Musée de Londres. Donc, à vous, Sharon. Donc, Sharon, vous êtes venue à bord en 2012 au Musée de Londres et vous chapeautez le processus du nouveau musée de Londres, ce qui est très enthousiasmant. Donc, on va poser la question sur les critères de succès d'une institution culturelle. Et Sharon va nous raconter aussi le projet du nouveau musée de Londres. Donc, Sharon va partager ses idées sur les nouveaux critères de succès et ensuite elle va parler avec Juliette et avec Maria et Christina. Donc, chère Sharon, est-ce qu'on peut toujours travailler avec les anciennes définitions de succès? Alors, comment changer notre manière de voir des critères de succès? Bon, je vais voir. J'ai besoin de 3 mains là pour tout gérer. Now you can all hear me. Vous m'entendez tous? Pardon, j'apprends français, mais c'est pas assez bon pour un discours comme ça. Donc, je vais parler en anglais. Et si? What if? Et si? Et si les endroits culturels définissaient le succès? Avec le choc de la pandémie et beaucoup de pays, l'assistance au musée a complètement changé. Donc, on doit rééquilibrer les priorités. Donc, c'est bien plus que la pandémie, n'est-ce pas? Il y a aussi une crise de réchauffement de la planète. Donc, il faut devenir zéro carbone. Il faut être équitable, divers et inclusif. Il faut être juste au niveau social. Il faut être le driver, le levier de la démocratie. Donc, on pose la question pour les sociétés et la participation dans un événement, dans une culture avec la preuve par la science. Alors, qui aurait pu dire que moi, je parlerais aujourd'hui de difficultés, de guerre, de tyrans en 2022? Comme cette femme, je réfléchis beaucoup. Je me posais la question sur cette présentation. Au tout début, c'était sur la tendance, le changement que l'on exige en réaction à la pandémie, la toute première pandémie que j'ai vécue dans ma vie, mais comme on sait, c'est arrivé aussi dans des siècles passés. En face à ces enjeux, ces difficultés, est-ce qu'on peut travailler avec les mêmes critères de définition de succès? Alors, est-ce qu'on peut changer les critères, même si on voulait? Alors, si on respirait, prenait une grande inspiration et on passait de quantité à qualité, et on regarde plus la performance, mais on regarde l'impact clé. On essaie de faire ce qu'on a voulu faire depuis très longtemps. Comment faire mieux pour la santé de nos organisations et aussi de notre société? Je sais que je suis pas la seule à le dire, hein, comme vous savez, à y penser. Il y a des preuves dans le monde entier que les gens réfléchissent aux mêmes questions sur leur propre vie, sur le monde dans lequel on vit, les organisations dans lesquelles on travaille, où on passe notre temps. Et on réfléchit bien fort sur ce qu'il faut transmettre à la génération à venir, à nos enfants, et en même temps à d'autres espèces. Nous avons donc une responsabilité planétaire. Et dans mon petit monde, c'est-à-dire le monde des musées, je me pose la question, et si l'on pouvait faire des choses différemment? Et moi, je suis là pour vous montrer comment on fait des choses au musée de Londres. Et comme nous faisons partie d'un grand discours partout à Londres, je n'ai pas toute la réponse. C'est quelque part là la réponse. Il faut continuer la conversation. Il faut continuer à se parler avec la société également pour pouvoir arriver et continuer à être dans le processus d'arriver à une meilleure société. Et comme vous avez entendu, moi je m'appelle Sharon Hammond, je suis la directrice du musée de Londres, qui sera bientôt le Londres Museum. Donc là derrière le fond sur cette diapo, c'est la porte d'un des immeubles que nous allons occuper. Et comme le 104, où nous allons investir un endroit qui avait une vie précédente. C'était autre chose.
avant de devenir un musée. Et toutes les images que vous voyez dans ma présentation aujourd'hui sont de nos collections, la collection Londres, qui font partie de notre musée. Il y a des gens, et ce sont des indicateurs du travail que nous effectuons depuis un certain temps. Simplement, face à ce que nous vivons tous, il faut laisser nos idées anciennes et nos manières d'être derrière nous. Autrement, les mouches sur le chapeau de ce bonhomme, ces mouches, c'est une illustration de Gustave Doré de 1872. Si l'on ne change pas, nous allons être coincés, figés. Je pense que de papier tue mouche, en français on dit, je ne savais pas ça, mais j'ai appris un nouveau mot. Papier mouche, on va être capté, coincé, on va crier un tout petit peu, mais on va faire du surplace. Ces papiers tue mouche étaient vendus par ces messieurs, comme ça, par les pauvres à Londres. Les gens attrapaient les mouches et les collaient au papier sur leur chapeau. Donc un métier, pas très intéressant forcément, mais enregistré. C'était terrible pour c'était un métier terrible pour les pauvres. L'époque exige un changement et les musées, on a entendu, connaissent le temps. On connaît très bien le temps. C'est quelque chose avec lequel on est à l'aise dans les musées. Jusqu'à présent, c'était quelque chose d'assez stable. Le temps, c'est la dimension dans laquelle les musées travaillent. Le VUS, quand est-ce qu'un objet a été acheté, acquis, quand est-ce que cet objet était dans quelle époque, quel siècle, quelle période. Tout cela représente un point de vue très occidental, n'est-ce pas? On pense aussi les temps d'ouverture, les saisons, les débuts des saisons, les saisons de couvre-feu, de quarantaine et ainsi de plus. C'est l'heure, le temps, comme si on avait tout le temps au monde, n'est-ce pas? Le descriptif de cette montre décrit comment les musées réfléchissent. Et tous les jours, c'est donc une montre de post-médiévale 1702. Est-ce que c'est ça l'objet le plus important dans le titre? Mais non. Quand on regarde de plus loin, quand on lit, et c'est exactement le problème, on voit que cette montre a été fabriquée par David Lesturgeon, en français, qui en fait est venu à Londres de Rouen en 1681. Et Lesturgeon, un huguenot, donc en fait allé à l'église française à Spitalfields, une partie de Londres. Et les huguenots ont apporté avec eux beaucoup de connaissances et compétences de l'horlogerie. Et c'est ça qui est intéressant avec cette montre. Non pas le fait que ce soit une montre post-médiévale. Il faut dire beaucoup plus dans les titres. Il faut décrire les articles. Et aussi un exemple de la valeur de la connaissance et qu'apportent les immigrants, des gens qui quittent, qui fuient la tyrannie, comme aujourd'hui. Dans les musées, on avait le luxe de nous concentrer sur ce qui nous intéressait, nous. Et je pense que parfois, on est toujours dans cette mentalité. Il y avait un jeu télévisé à la BBC, fin des années 50, qui s'appelait Animal, Végétal, Minéraux, et avec des experts. Donc, un de mes prédécesseurs, Mortimer Reader, et je me dis, tous les collectionneurs à l'époque, c'était des hommes comme ça, très particuliers, très experts. Bon, maintenant, il y a quelques femmes, n'est-ce pas? Et donc, je crois que ça résume ce qui était les directeurs de musée, ce qu'ils représentaient. Et là, donc, maintenant, Eleanor Backlevick et Hazel Forsyth, mes collègues, donc des directrices de musée, leur expertise n'est pas poussée par leur préférence personnelle. Bon, elles ont l'air un peu obsédées, c'est vrai. Mais en fait, c'est juste la curiosité historique. Elle est spécialiste en histoire. Elle travaille aussi avec la santé publique et elle gère 20 000 collections de squelettes humains pour regarder la pertinence aujourd'hui. Et ça, pour même leurs travaux très importants ont une pertinence différente aujourd'hui parce que nous sommes tous
individu, mais du côté sociétal, nous sommes plus préoccupés par le temps. Le temps nous est compté. Il y a une crise climatique. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Et cette urgence, si l'on n'y pense pas, les jeunes, eux, ils y pensent. Et franchement, même si on voulait revenir en arrière, là, comme c'était dans le passé, on ne peut pas. On ne peut plus échapper. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Alors, et si, dans la communauté internationale des musées, si l'on prenait à bout de bras ce qui fait très peur, et regardez droit dans les yeux, comme ce garçon photographié par Fred Wilford dans les années 1960. Alors, si on faisait face à ces difficultés avec le côté tendre de ce garçon qui ne fait que caresser le cheval qu'il a trouvé à Londres. Et si on avait vu ces événements tels que, en tant que cadeau pour réagir et pour répondre aux exigences du monde autour de nous. En Europe, on nous a sortis de nos obsessions, de nous-mêmes, de nos nombrilismes. Ça n'existe plus, c'est un luxe. Maintenant, il y a urgence. Poursuivre des grands chiffres, cela ne suffit pas. Ce n'est pas notre place où on peut être le plus efficace dans le monde. Et pour les jeunes, comme ces jeunes à Notting Hill dans les années 1960, il faut les rencontrer. Ils ont un regard sur le monde avec des yeux ouverts, la curiosité. C'est pour eux qu'il faut que nous menons nos travaux. Alors, si on arrêtait de courir après nos nombrils, et si on commençait à enregistrer si on arrêtait de courir après les grands chiffres, en fait, il faut vraiment regarder notre impact sur la société. C'est ce que nous faisons à Londres. On a commencé avec notre mission. C'est notre mission. Mais le plus important, c'est, en fait, nous avons rajouté les 2 lignes dans le bas. Donc, il faut vraiment être une force pour le bon à Londres. Eh bien, c'est beaucoup à rajouter à une mission, mais on l'a fait il y a quelques années, et en face d'une des guerres, de notre connectivité avec le monde entier, il faut vraiment répondre à cet enjeu, à ce défi. Donc, on pose la question what if et si depuis longtemps dans le développement de notre nouveau musée. Donc voilà à quoi ça va ressembler dans des anciens marchés couverts. Alors, et si on demandait avec un concours d'architectes, si on leur demandait de travailler avec donc des grands cabinets d'architectes, travailler avec des petits architectes. Et si pour chaque achat des 330 notre projet de 337 000 livres sterling. Alors, si avec chaque contrat, on avait la diversité, l'engagement au climat, et si on utilisait notre pouvoir d'achat pour driver le changement, eh bien, le musée va s'ouvrir en 2026. Donc, on a le temps. Et si on était un petit peu plus comme Londres, avec un bouleversement tout le temps, et ça bouge tout le temps, ça grouille tout le temps. Et si on commençait aussi à célébrer ce qui était dans le passé, prendre un ancien immeuble plutôt que de construire un nouvel immeuble, on utilise les qualités d'un ancien immeuble pour exprimer un nouveau type de musée, avec plusieurs entrées, jusqu'à 9, pas une seule entrée héroïque, n'est-ce pas? Et si on faisait partie, si on occupait un tout petit peu la rue, et si le musée commençait déjà sur les routes de Londres, parce que nous sommes le musée de Londres, et si l'on travaillait avec l'immeuble, plutôt que d'imposer une conception neutre, mais si on commençait à s'intégrer dans l'immeuble, comment on s'intègre des vêtements, en fait, on essaie de devenir partie de Londres. Et si l'on définissait notre collection de qui nous sommes. Et par exemple, la nuit, 24 sur 24, on pourrait structurer notre contenu sur 3 dimensions, des personnes, des endroits, le temps. On peut aller vers l'avenir autant que dans le temps. On peut aussi prendre le marché général et laisser des preuves résiduelles de ce que c'était ce marché couvert, et cela peut intégrer
tous nos espaces. On veut utiliser les boutiques à l'extérieur comme 104 pour avoir des partenariats avec d'autres. Par exemple, avec ces boutiques à l'extérieur qui sont vertes. On peut ouvrir nos espaces pour travailler avec d'autres. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls à gérer les collections de Londres. Si on avait des boutiques du musée qui donnaient ouverture sur la rue, mais aussi dans le musée, pour raconter l'histoire du contenu du musée, et on pourrait aussi s'amuser. Et si l'on regardait le monde par les yeux d'un autre, c'est très étrange. Vous pourriez me poser des questions après, mais c'est une étable à 3 étages, parce qu'à l'époque, Londres, les moyens de transport, c'était par les chevaux. Et si on marchait dans les chaussures des autres, et si on le faisait pour ces personnes-là, les moins engagées dans la société, je sais que la classe moyenne, les personnes blanches vont venir dans les musées. Ce n'est pas là où je dois concentrer mes efforts. C'est les gens qui ne viennent pas actuellement à des musées. C'est là où nous concentrons notre énergie. Nous travaillons aussi avec des personnes pour tout développer. Et il y a des côtés bien et des côtés moins bien. Là, il y a marqué ceux qui veulent que soit le musée de Londres, c'est la liste des choses et des choses qui sont de la MERDE. Donc, en fait, on rassemble 4 générations de personnes qui travaillent dans notre organisation pour recueillir le talent de ces 4 générations qui, eux, travaillent tous différemment, qui ont des attentes différentes. Donc, on les met ensemble avec Londres pour créer le meilleur musée possible, utilisant les nouvelles technologies pour devenir quelque chose un peu comme les valeurs qui sont représentées dans un parc public ouvert, accessible, utilisé par tous, avec un sens de liberté, de libéralisme. Personne n'est inquiet, personne n'est anxieux dans cet espace. And we're having fun. Et on s'amuse, pas comme cet homme qui est en train de faire son travail ici, mais comme ces hommes-ci qui étaient en train de créer une partie de Londres dans les années 70. Je ne sais pas sur tout ce qui était santé ou sécurité à l'époque, il n'y avait pas vraiment de règles. On réfléchit à l'avenir, peut-être pas un avenir comme ceci, mais un avenir comme cela. C'est un travail qui a été fait par Didier et Mattock Brown. C'est peut-être des cataclysmes à venir pour Londres. Donc nous voulons devenir un espace partagé de Londres au milieu de tout. On ne sera jamais terminé. Ce ne sera jamais complété parce que ça fait partie d'un dialogue qui se poursuit avec Londres elle-même. Merci beaucoup. Thank you so much, Sharon, for Merci beaucoup, Sharon, pour ces idées créatives sur ces nouveaux critères. Donc, y a-t-il des commentaires ou des questions, Juliette, pour nos membres, pour Juliette? Donc, avez-vous des questions pour Sharon? D'abord, je voudrais encore une fois remercier les organisateurs de nous avoir permis d'avoir cette session importante et d'entendre les propos de Sharon, de Sharon Ament. Moi-même, j'avais ce matin, j'étais intervenu sur la question de l'engagement. Peut-être en moins de temps, moins fort que Sharon, mais je voudrais d'abord dire et remercier Sharon pour la force de son engagement, la force des propos, chers collègues du Musée de Londres, que vous avez tenus et qu'il faut qu'on entende. Je crois que le moment, ce que vous avez dit, on n'aurait pas pu le dire de la même manière il y a 2 ou 3 ans. Il me semble qu'on a traversé ces dernières années
des crises, la crise sanitaire bien évidemment, les crises climatiques, je le redis, je l'ai déjà dit, qui nous ont fait prendre conscience sans qu'on puisse plus se voiler la face de l'urgence d'agir. La crise que nous vivons en ce moment au cœur de l'Europe, le retour de la guerre, nous fait prendre conscience de vraiment cette urgence d'agir pour un développement durable. Je reprends ce mot au sens que l'ONU lui donne, au sens que l'agenda 2030 lui donne. C'est pas simplement agir pour le climat et pour dépenser moins d'énergie. Évidemment, c'est au cœur de notre projet, mais c'est aussi agir pour plus d'égalité, parce qu'il n'y a pas de monde vivable, il n'y a pas de futur de ce monde si chacun ne trouve pas sa place et si nous ne sommes pas conscients vraiment des enjeux extrêmement forts de partager, de préserver et de partager. Je dis de préserver, voilà. Moi, je travaille dans un musée, je travaille dans une organisation internationale de musées. J'ai la modestie de penser que je peux pas tout, donc il faut tout faire, mais pour que chacun d'entre nous puisse prendre part à l'action, il faut que chacun sache à la place qu'il occupe ce qu'il peut faire. Tout le monde ne peut pas tout faire, mais chacun peut faire au moins un petit quelque chose. Et c'est ce que j'ai peut-être essayé de dire tout à l'heure dans mon propos, que je redis parce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il y en avait tout à l'heure. Il y a cette prise de conscience, évidemment. Et nous avons maintenant, désormais, nous les musées et tout le monde, non seulement la possibilité, mais l'obligation d'être beaucoup plus vertueux avec la nature, beaucoup plus vertueux, et de réduire notre empreinte carbone, mais en même temps d'accroître notre empreinte cérébrale. Parce que je pense que tout ça va nécessiter beaucoup de créativité et beaucoup d'intelligence. Nous, les musées, je me répète un peu, nous avons été qualifiés cet été, oui, lors du G20 des ministres de la Culture, d'établissements parmi les plus crédibles. Et bien, cette crédibilité qui nous honore, elle nous oblige. Elle nous oblige surtout à prendre conscience que les visiteurs qui viennent chez nous, qui sont quand même très nombreux, il y a 90 000 musées dans le monde, hein, je vais pas compter le nombre de visiteurs, mais ça chiffre en centaines de millions, eh bien quand ils viennent visiter des expositions, ils nous croient. Et s'ils croient ce qu'on leur dit, plus qu'ailleurs, eh bien c'est très agréable, c'est très satisfaisant, c'est très flatteur, mais ça veut dire que ça nous oblige. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce qu'on dit, et ça veut dire probablement qu'il faut évidemment qu'on soit nous-mêmes exemplaires, qu'on soit vertueux, etc. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on aborde ces sujets dans nos expositions. Et j'essaye de le dire et de convaincre mes collègues, certains le sont naturellement, que qu'est-ce qu'on fait on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a, nous, les musées? On a des collections, on a des médiateurs qui savent parler aux visiteurs, même si ces visiteurs ne connaissent absolument rien au sujet qu'ils viennent visiter. Et puis on sait qu'on touche les gens parce que on joue sur des registres de compréhension et d'émotion, et que l'émotion, ça suscite l'action. Et donc, avec ces moyens qui sont les nôtres, d'autres ont d'autres moyens, mais voilà ces moyens qui sont les nôtres, eh bien, nous devons faire tout ce que nous pouvons. Et je le dis à tous mes collègues, dans nos collections, puisque nous sommes des collectionneurs, nous présentons des choses que nous conservons, auxquelles nous prêtons le plus grand soin, la plus grande attention. Pourquoi nous portons attention aux choses? Parce que l'on sait que depuis que les hommes et les femmes sont hommes et femmes sur cette terre, ils ont envie de conserver ce qu'ils savent et de le transmettre aux générations futures. Et c'est notre rôle à nous, musées, de faire justement là, de conserver, de préserver l'authenticité aussi. On préserve pas n'importe quoi. On préserve les choses comme elles sont, les choses réelles. Et je crois que c'est extrêmement important de dire à nos professionnels de musée, à nos collègues, que toutes les collections, elles ont ce symbole de durée. Elles ont été assemblées justement pour qu'on transmette, pour qu'on dure. Et qu'il n'y a pas de collection, qu'elle soit d'art, qu'elle soit d'histoire, qu'elle soit de société, qu'elle soit de mémoire, etc., qui ne contiennent des objets qui nous rappellent que la nature existe, qui nous rappellent ce que c'est qu'être homme, qu'être femme, qui nous rappellent que la vie est fragile, qui nous rappellent, etc. Et cela, peut-être le moment est venu d'aller regarder nos propres
collections en se disant qu'est-ce qui peut contribuer dans ce que j'ai dans mon propre patrimoine à sensibiliser mon visiteur, nos visiteurs, à ce que l'on peut faire pour durer. Dernière chose, je vois que vous me faites signe, je parle trop, je vais m'arrêter, mais quand on parle des visiteurs, eh bien, il faut aussi qu'on se dise que les visiteurs, il faut les accroître. Mais il ne faut pas les accroître quantitativement en comptant toujours la fréquentation des musées. Il faut aussi avoir cette approche qualitative, c'est-à-dire bien sûr toucher plus de monde, mais si possible, pas toujours les mêmes, parce qu'on sait bien qu'on touche quand même toujours un peu les mêmes. On dit qu'il y a 13% des Français qui visitent les musées. Ça doit être vrai, ce chiffre. Il faudrait qu'il y en ait quand même des gens qui viennent de beaucoup plus de domaines et de beaucoup plus de secteurs, de beaucoup plus d'origines sociales, beaucoup plus d'origines d'âge. Donc notre effort doit porter sur la quantité, mais surtout sur la qualité. Et puis, il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'ils savent quand ils sortent, qu'ils ne savaient pas quand ils sont entrés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'ils n'auraient pas vécu s'ils n'étaient pas venus. Et ça veut dire que nos instruments à nous de mesure de notre efficacité, il faut bien qu'on parle de notre efficacité, de notre métier, nos instruments de mesure doivent aussi changer. J'ai pas la clé, j'ai pas la solution, mais ça veut dire qu'à tous les professionnels qui sont ici dans un salon, qui nous proposent des tas d'outils pour améliorer notre fréquentation, mais qu'ils nous aident aussi à concevoir les outils qui permettent de mieux comprendre ce que nous apportons aux gens qui viennent nous visiter. J'en ai fini, pardon, j'étais trop long. Ça fonctionne? Oui. Je voulais justement rebondir sur vos propos, Juliette, et remercier Sharon aussi pour son intervention. Moi, ça m'a donné envie de venir visiter ce musée. Et effectivement, vous parlez d'une nouvelle définition du succès pour passer de la... Je ne sais pas si vous m'entendez. Non? Oui, ouais. Pour passer de la quantité à la qualité, comment vous allez évaluer le succès de votre musée? Quels sont les critères? Comment vous allez le faire? Qu'est-ce qui va vous importer? I think I'm going to stop evaluation. Je pense que je vais arrêter l'évaluation. Je pense que les musées ont essayé de trouver ces métriques en or pour voir comment ils ont eu du succès. Je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, juste m'assurer que les gens se sentent confortables dans notre espace. Je vais m'assurer que nous faisons des choses incroyables parce que nous savons que c'est ce que tout le monde apprécie. Je veux emmener les gens dans de nouveaux endroits avec des émotions, la tristesse, la peur. Ou en tout cas, si on fait ça, il faudra qu'on ait beaucoup de soutien autour de nous. Mais je pense que les personnes qui travaillent dans les musées sont vraiment très entiers dans leur souci de vouloir faire le bien. Et comme vous l'avez montré, en ouvrant les choses, en permettant aux gens d'être eux-mêmes. Et c'est tout ce que nous devons faire. Et nous devons avoir confiance. Et je suis absolument convaincue que nous devons connaître notre place. Et notre place est de faire partie de l'infrastructure culturelle qui existe dans tous les pays. Cela concerne de grandes idées, pas de petites idées, de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue, des preuves, de la production artistique, des vraies choses qui peuvent devenir de l'art véritable. Et je suis vraiment triste quand je vous entends parler de réalité augmentée. Je veux que les gens gravissent vraiment la montagne et puissent véritablement nager dans la vraie mer et ne pas vivre leur vie à travers des appareils portables. Je pense qu'il est temps maintenant pour nous de voir ceci comme étant la seule manière dont les gens peuvent vivre. J'ai un commentaire très bref, donc encore une fois, merci à vous deux d'avoir été aussi inspirantes.
Il y a juste un mot. Donc, j'ai mentionné que nous sommes une institution. Nous sommes en train de débattre de beaucoup de questions. Donc, les questions sont aussi comment mesurer le succès. Et nous voulons véritablement autonomiser les gens. Nous voulons que les gens se sentent autonomisés par notre exposition, donc en regardant et en parlant aux visiteurs et en observant et en parlant aussi aux artistes et en considérant ce que les artistes souhaitent véritablement, qui est donner quelque chose aux gens et voir ce qu'ils ont, ce qu'ils ressortent de notre exposition et voir ce qu'ils en font. Je suis absolument d'accord, mais je pense que nous allons devenir fous si nous essayons de mesurer ces chiffres. Donc pour le moment, à quel point est-ce qu'ils avaient du pouvoir avant d'entrer dans l'exposition et combien ils en ont la sortie. Donc il faut que nous sachions juste faire de bonnes choses et de savoir que les musées sont bons et continuer à être les institutions que nous sommes, être menés par la passion que nous avons. Et vous allez donc donner du pouvoir aux gens et vous ne pourrez pas forcément le mesurer et peut-être vous ferez peut-être plus de 20 choses dans la vie de quelqu'un et ça pourrait se produire 10 ans après leur visite, je ne sais pas, et c'est vraiment quelque chose qui est incrémental. Donc on doit continuer à exister et à faire juste du bon travail. Toutes. Nous avons 5 petites minutes de battement avant de reprendre avec une capsule Tendance Retail pour laquelle nous allons accueillir Stéphanie Berned qui est directrice des achats et collections chez Arteum Service. À tout de suite. I will now we can.